Lors d'une précédente vidéo, je vous ai parlé que je voulais un petit peu m'adonner un peu à la photographie animalière et à la photographie sportive, et que lors de mes recherches, contrairement à ce que je pensais initialement, je ne suis pas allé vers l'investissement vers un objectif dédié style 150-600, mais je suis plutôt tombé vers le choix d'un bridge. Voilà, je vous avais expliqué cela, j'avais expliqué ma démarche, pourquoi, comment j'étais arrivé, mais j'avais laissé aussi un suspense sur quelle était la marque, la référence de ce bridge. Donc je vous avais dit que je me laissais le temps un petit peu de jouer un petit peu avec. Maintenant ça fait 2 mois je crois que je l'ai, donc j'ai commencé à jouer avec, et écoutez, maintenant je vais vous en faire la présentation, la restitution et des retours avis et tests terrain. Je pense que cette vidéo sera sûrement en 2 voire 3 parties. Donc aujourd'hui, on va voir la présentation de l'appareil et ses caractéristiques. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler d'un bridge, du bridge dans lequel j'ai investi. Ce bridge, je l'ai là. Si vous avez vu la vignette et le titre de la vidéo, vous savez lequel c'est. C'est le Sony RX10 Mark IV. Voilà, donc on va voir aujourd'hui tranquillement sa prise de tête. Voilà, je vais un petit peu vous présenter l'ergonomie, le bouton, tout ça, comment c'est un peu organisé. Je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques. Je ne vais pas rentrer dans l'utilisation, ça sera pour une ou d'autres vidéos. Je ne sais pas encore si j'en ferai une seule ou pas. Comme je vous le disais en introduction, voilà, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Je l'ai utilisé pour faire de la photo animalière, pour faire de la photo de petites bêtes, je l'ai utilisé pour faire du paysage. Il n'y a que la partie sportive encore que j'ai pas eu le temps d'utiliser, et j'espère que j'aurai le temps de le faire avant de vous faire la restitution justement sur ces cas-là. Donc je vous dis un bridge. Donc un bridge c'est quoi? Vous le voyez, un bridge, en tous les cas, celui-ci, il ressemble beaucoup à un appareil photo du moment, que ce soit un réflexe ou un hybride avec un objectif monté dessus. La seule différence avec ce type d'appareil pour un bridge, c'est que l'objectif est monté en standard, il est solidaire du boîtier, vous ne pouvez pas en changer. Voilà, donc c'est la caractéristique principale d'un bridge, en tous les cas au niveau conception, je vais dire. Parce que donc c'est plutôt destiné à des photographes qui veulent pas s'embêter à se balader avec plein d'objectifs, ils veulent tout avoir un avec un. C'est l'appareil photo, je dirais, un petit peu couteau suisse, sans vouloir se promener avec plein d'objectifs ou autres. Donc c'est bien pour les photographes qui baladent beaucoup, qui randonnent, ou globalement qui veulent pas s'embêter à changer pas mal d'objectifs. Donc moi c'était un petit peu aussi pour ça que j'avais pris, mais pas que. Alors je vous l'avais dit, hein, je ne suis pas vraiment venu comme ça en me disant tiens je veux acheter un bridge, c'est vraiment le fruit d'une réflexion où j'avais vu un article qui me disait pourquoi pas, en tous les cas pour la photo animalière ou pas, et qui m'avait orienté vers le choix d'un bridge, et surtout celui-ci. Donc les bridges pendant longtemps, et puis j'avoue que c'était plutôt l'image que j'en avais, c'était quelque chose qui avait une mauvaise réputation, c'était des appareils photo un peu de piètre qualité, qui avait pas un capteur correct, qui est au niveau optique c'était pas génial tout ça, même si pas mal de gens moi que je connais les utiliser, ils s'en plaignaient pas, mais bon en tous les cas ça c'était avant que notamment Panasonic commence à monter et sorte un certain nombre de bridges qui ont eu pas mal de succès. C'est le FZ1000 et puis je crois plus récemment le FZ2000 notamment, et aussi avant que Sony s'y intéresse, notamment avec la gamme des RX10. Alors quand je dis la gamme des RX10, je dis que celui-ci c'était le Mark IV, autrement dit c'est le 4e du nom, autrement dit il y en a eu 3 autres de la série avant, et au fur et à mesure des versions, comme pour n'importe quel appareil photo, il y a eu des améliorations. Et aujourd'hui, je veux dire sur ce qu'on peut lire, alors beaucoup de choses que je vais vous dire aujourd'hui, ce sera le fruit d'un constat, mais aussi le fruit de tous les tests que j'ai pu lire, et j'en ai lu beaucoup avant de faire mon choix et depuis que je l'ai. Et globalement, aujourd'hui, cet appareil photo, cet hybride, il est cité comme étant le meilleur bridge du marché.
Alors est-ce que c'est vrai? Moi je ne suis pas capable de vous le dire puisque bah, j'ai pas d'autres moyens de comparer avec d'autres bridges. Mais bon, on peut raisonnablement, je pense, faire confiance et notamment vous verrez avec ses caractéristiques. Voilà, je suis assez confiant et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Alors maintenant, si on parle de la série des RX10, des Sony RX10, donc je dis les bridges de Sony. Donc ils sont construits autour d'un boîtier, un objectif, mais surtout un capteur 1 pouce. Donc c'est déjà ça qui a fait un bond en avant en termes de qualité, c'est-à-dire que les bridges avant avaient des capteurs bien plus petits. Donc déjà avec un capteur 1 pouce, on commence à avoir un capteur de taille raisonnable. On est encore loin des APS-C, voire du full frame, mais ma foi, pour quelque chose de compact et qui pour balader, voilà, c'est quelque chose qui est déjà, ma foi, correct. Il y a un capteur de 20 mégapixels, il a un objectif intégré Zeiss qui a priori est de très bonne qualité optique. Voilà, pour les caractéristiques, voilà, c'est un boîtier même à fois qui est, je vous disais, hein, au niveau, vous voyez, l'encombrement, il a quasiment l'encombrement d'un réflexe ou d'un hybride avec un objectif dessus. Voilà, il est censé être tropicalisé, je sais pas, en tous les cas, on va dire qu'il est résistant aux intempéries, c'est surtout ça. Alors je ne vais pas faire l'historique des changements qui ont eu entre le RX10 1, 2, 3, 4. Je crois que dans les versions antérieures, en tous les cas, déjà l'objectif, il avait une plage focale un peu moins importante. Et en tous les cas, entre le 3 et le 4, ce qui a été changé, c'est tout l'autofocus. Et notamment l'insertion aujourd'hui de l'autofocus avec de la détection de phase qui est plus rapide et plus performante que la détection de contraste classique. Alors bien évidemment, hein, ce type d'objectif aussi, pourquoi ils sont relativement publicité, parce que ils apportent qu'un seul objectif, mais généralement cet objectif il fait tout. Il va du grand angle jusqu'au zoom, et celui-ci notamment, il va de 24 mm jusqu'à 600. Et c'est aussi pour ça qu'il est publicité, pour faire de la photo animalière et du sportif. Donc c'est bien pratique d'avoir avec soi en permanence quelque chose qui permet de faire à la fois du paysage et à la fois l'animal qui est au loin ou toute autre chose que vous voudriez faire. Voilà, juste au temps près de sortir l'objectif. Maintenant cet objectif, il est pas, je pense, destiné à tout le monde. Au-delà de son prix, on y reviendra, mais même il est suffisamment construit, orienté, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas, je pense, destinées aux débutants et qui, c'est voilà, un débutant, je pense, qui se contenterait et voilà, je pense que ça serait bien plus simple de mettre tout en automatique et c'est pas le but en tous les cas, c'est pas ce que je recherche. Donc bon, certains articles disent qu'il est plutôt destiné à des, voilà, on va dire des amateurs avancés, voire semi-professionnels, voire professionnels. Voilà, j'ai vu des articles de professionnels qui l'utilisaient. Maintenant, est-ce que pour autant un professionnel doit l'utiliser? Je sais pas. Mais en tous les cas, pour je vous dis, moi l'avoir déjà utilisé depuis à peu près 2 mois, c'est vrai que la mise en route est pas simple parce qu'il faut vraiment s'approprier toutes les fonctionnalités, notamment pour faire ce que moi je veux surtout en faire, notamment pour faire de la photo entre guillemets haute vitesse, de l'animalier, soit du sportif avec du suivi, essayer de paramétrer et d'utiliser au mieux les fonctionnalités de l'autofocus. Et ma foi c'est assez complexe, donc c'est pour ça, donc plutôt un appareil photo orienté, quoi qu'on en dise, sur de la photographie, enfin un photographe avancé, pour bien évidemment en tirer le maximum de ses possibilités, cela va de soi. Alors maintenant ce que je vous propose c'est de parcourir un petit peu la fiche technique de cet appareil photo parce que il y a pas mal de choses à dire, voilà, ça vous permettra un petit peu de le situer. Je vous dis, hein, dans cette petite vidéo, on va un petit peu le survoler, on va le présenter, on va discuter, on va regarder un petit peu comment il est fait. Je vous montrerai éventuellement quelques photos par-ci par-là, mais je ne vais pas vous faire de retour de ce que j'en pense ou quoi que ce soit, inconvénient ou autre. Ça, je le garde pour une autre vidéo. Là, on va vraiment poser le sujet, le contexte, la présentation de l'appareil. Donc j'ai pris mes petites notes parce que voilà, je ne connais pas tout par cœur. Alors, on va commencer par le cœur, le capteur. Donc c'est, alors là, on va mettre le nom savant. Donc c'est un capteur Sony, c'est un CMOS Exmor RS empilé de 1 pouce. Alors là, on va essayer de tout dépiler. Donc capteur de 1 pouce, donc voilà, c'est pas, je vous dis, un APS-C ni un full frame, mais c'est déjà pas mal et c'est un grand pas pour les bridges.
C'est un capteur de 20, et des poussières mégapixels, donc ma foi c'est correct pour ce qu'on, moi en tous les cas je veux en faire. C'est un capteur, donc je vous disais, c'est le Xemor RS empilé. Donc globalement c'est la même technologie qui a été implémentée sur le navire amiral à l'époque en 2017, voilà je ne l'ai pas dit, cet appareil photo est sorti fin 2017, qui est la 9. Donc c'est des composants qui sont réactifs, qui sont optimisés, empilés, si je retrouve, je vous mettrai un petit peu un schéma, c'est que globalement il y a le capteur, plus la mémoire, plus la puce de traitement d'image, tout ça c'est regroupé sur la même puce, et ce qui fait que du coup tout va vite entre la partie j'acquiers l'image et je la traite, donc ça fait, voilà, ça permet d'avoir à la fois un autofocus rapide, ça permet d'avoir du traitement de l'image assez rapide aussi, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça c'est pour le capteur. Au niveau de l'objectif, donc comme je vous le disais, c'est un objectif de la marque Zeiss, c'est le Vario Sonar. Bon, après moi j'y connais pas, pour ceux qui a, donc a priori il est publicité comme étant de très bonne qualité, et tous les gens qui l'ont testé le confirment, et à la limite je peux le confirmer aussi de par les résultats des premières photos que j'ai pu faire. Une focale de 8,8 mm à 220. Je vous disais tout à l'heure 24-600, c'est bien évidemment en équivalent full frame. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur de crop de à peu près 2,8. Donc 8,8, 200, ça fait 24 600 en équivalent full frame. Une ouverture de 2,4 à 24 mm et rapidement je pense que, enfin glissante à maximale, et rapidement ça monte à 4. Donc on est quand même à 600 mm f4, ce qui est ma foi correct. Après, bien évidemment, du par le facteur de crop et la taille du capteur, au niveau profondeur de champ, on n'aura pas la même chose à ces ouvertures-là que ce qu'on aurait sur un full frame, voire même un APS-C. On va avoir forcément moins de flou. Mais bon, est-ce que c'est bien gênant pour l'usage que je veux en faire? C'est toujours pareil, il faut le savoir. Alors, qu'est-ce que j'en étais? Distance de mise au point. Donc, au grand angle, donc à 24 mm, 3 cm. Donc vous voyez, ça vous permet de, on va pas faire de la macro, mais enfin vous rapprocher très près de votre sujet. En version téléobjectif, donc on va dire 600 mm, c'est 72 cm au minimum, quoi. Enfin, maxi, enfin, ouais, il ne faut pas être plus près que 72 cm. Ma foi, c'est correct. Et d'ailleurs, si vous voulez faire par exemple des petites bêtes ou même de la proxy de façon générale, il vaut mieux presque le faire à 600 mm à 72 cm que à 3 cm parce que vos bêtes, vous avez l'objectif dedans, c'est pas forcément pratique. Donc voilà pour la mise au point, on y reviendra tout à l'heure. On a un AF hybride avec 315 points à détection de phase, ça couvre 65% je crois du capteur. Qu'est-ce qu'on a? On a une stabilisation, bien évidemment. Alors c'est pas une stabilisation au niveau du capteur, c'est une stabilisation au niveau de l'objectif, donc une stabilisation optique comme on dit. On a alors un écran LCD, donc derrière, comme tous les appareils photo maintenant, il est pseudo-tactile. C'est un écran de 3 pouces et d'1,2 mégapixels. Donc voilà, donc quand je dis pseudo-tactile, c'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus pour notamment tout ce qui est mise au point, vous savez, pour positionner le curseur, ce genre de choses. Par contre, pour vous balader dans les menus, tout ça, voilà, ça marche pas tactile, donc il faut toujours le faire avec la petite croix, la flèche et les boutons. Au niveau vitesse d'obturation, donc comme la plupart des hybrides, maintenant vous avez deux types d'obturation, soit l'obturation mécanique, soit l'obturation électronique. Donc l'obturation mécanique, ça va de 30 secondes à 1 2 millième de seconde en termes de temps d'obturation. Et en obturation électronique, ça va de 4 secondes à 1,32 millième de seconde. Donc voilà, sachant qu'en plus un obturateur électronique, voilà, mais bon ça c'est un peu vrai sur tout ce type d'appareil photo, en plus vous avez des modes silencieux. Au niveau vidéo, tous les appareils photo aujourd'hui font aussi de la vidéo, même si moi c'est pas du tout l'objectif pour lequel j'achète ce genre d'appareil photo. Mais on va quand même le passer très rapidement, donc ça fait de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde, ça fait de la 4K jusqu'à 25. Ça fait aussi, il y a un mode aussi qui s'appelle HFR, alors je ne sais plus le pourquoi ça veut dire HFR, mais qui permet de filmer à peu près 1000 images par seconde, donc pour faire un super ralenti. Je le testerai sûrement quand je ferai, vous savez, sûrement des petites manips avec des gouttes d'eau qui tombent, ce genre de choses, pour restituer un petit peu un ralenti assez sympa.
Il y a un flash intégré, je ne vais pas le sortir parce que bon, je l'utilise jamais. Par contre, vous avez quand même une grille flash ici pour mettre un flash externe, bien évidemment. Au niveau des autres caractéristiques, au niveau du stockage, c'est de la carte SD, je dirais classique, hein. Donc là, moi pour celui-ci, j'avais juste acheté, j'avais trouvé une promo, j'ai acheté une carte SD alors de 128 Go. Bon, j'aime pas trop, mais bon, c'était pas cher. Moi, je préfère avoir des 32, maximum 64 Go. Bon, voilà, j'en ai une de 128 Go. Au niveau connectivité, donc il y a à peu près tout. Il fait du NFC, du Wi-Fi, du Bluetooth, il y a une prise HDMI, il y a une prise micro, il y a une prise casque, donc ça c'est bien pour les gens qui font de la vidéo et qui enregistrent et qui veulent écouter ce qu'ils enregistrent. Et vous avez une prise USB, donc c'est de la micro USB, c'est pas de l'USB-C, voilà, pour ceux que ça pourrait gêner ou pas. Au niveau du poids, je vous disais, il est pas... Ouais, il est quand même assez lourd, hein. Je veux dire, c'est pas un compact expert, hein. C'est quand même, je vous dis, un vrai appareil photo. Il fait, une fois que vous avez mis la batterie et la carte SD, il fait à peu près, il fait 1095 grammes, voilà, enfin 1100. Donc voilà, autour du cou, ça vous fait un bel appareil photo, hein. C'est pas, vous voyez léger parce que vous n'avez pas d'autres objectifs à transporter, mais bon, il faut quand même aussi le transporter. Un truc que j'ai pas dit aussi, voilà, vous pouvez l'utiliser en mode webcam, je l'ai testé une fois, et éventuellement le commander à distance, voilà, il y a différents logiciels, hein, pareil, un peu comme tout appareil photo maintenant. Alors voilà, voilà, je vous ai résumé, présenté les caractéristiques, elles valent ce qu'elles valent, mais déjà ça vous situe un petit peu peut-être par rapport à vos boîtiers, que vous ayez un boîtier plus performant ou moins performant, voilà à peu près les caractéristiques. Si on va regarder maintenant, c'est un petit peu, je dirais, toute la partie ergonomie, regardez un peu, voilà ce boîtier, voilà comment il est constitué. Donc il est constitué d'un objectif, donc un Zeiss, comme je vous le disais, qui fait du 24 600, hein, voilà, ou 8 220 avec un facteur de crop de 2,8, je crois que c'est ce que je vous ai dit. Sur cet objectif, alors en entrée, vous voyez, vous avez un pare-soleil qui peut s'enlever, vous pouvez mettre des filtres, hein, je crois que c'est un diamètre de tête, alors je ne l'ai pas révisé, je crois que c'est du 72, enfin voilà. Vous avez sur le corps de l'objectif, vous avez 3 bagues. Alors, je vais dire, la première, elle est ici, mais je vous montrerai éventuellement des petites photos, c'est une bague pour régler l'ouverture. Donc ça se fait au niveau d'une bague, ce qui n'est pas forcément... voilà, moi ça ne me gêne pas. Vous l'avez ici, vous réglez votre ouverture. C'est pas plus mal que d'aller dans un bouton pour changer l'ouverture, il y a pas, ça se fait pas à la molette, ça se fait ici. La deuxième bague ici, c'est pour commander le déploiement de l'objectif. Alors ça se règle, ça peut être, on peut la tourner dans un sens ou dans l'autre, on peut décider que chaque fois qu'on donne un coup, ça sort un petit peu, style de 100 mm à 100 mm, ou on peut décider que quand on tourne, il sort rapidement, ou il sort doucement, voilà, enfin voilà, tout ça c'est électronique, voilà, je sais que certains faisaient le reproche à ce type d'hybride, c'est que le zoom est électronique. Bon, très honnêtement, moi ça m'a pas gêné jusqu'à maintenant, mais bon, je vous dis que c'est pas un retour d'expérience. Donc voilà, et la troisième bague, c'est la classique pour faire la mise au point. Vous avez, alors je vous montrerai pareil, hein, vous avez un certain nombre de boutons C1, C2, C3, il est là, qui sont paramétrables pour ce que, voilà, implémenter des fonctions rapides comme vous voulez. Vous avez ici au-dessus un petit écran de rappel, même si je l'utilise quasiment jamais sur tous mes objectifs, mes appareils photo, qui permet de savoir l'ouverture, enfin les paramètres, je dirais, le nombre de photos éventuellement qui vous reste à faire par rapport à l'autonomie de la carte SD, éventuellement le niveau sur la batterie, ce genre de choses. Je reviens au niveau de l'objectif. Vous avez, alors il est où? Ici. Vous avez un mode full ou un mode 3 mètres à l'infini. Donc ça, c'est pour gagner du temps en termes de mise au point, suivant que vous vouliez faire une photo sur un sujet qui est éloigné ou qui, enfin, tous les cas, qui est éloigné, dans ce cas-là, 3 mètres à l'infini, ou qui peut être un peu plus près, dans ce cas-là, c'est de 0 à l'infini. Voilà. C'est vrai que moi, sur tous mes objectifs, même sur mon full frame, souvent, je n'utilise pas trop ce genre de fonctionnalité. Généralement, je mets 0 à l'infini. Bon, ça m'a jamais eu besoin, mais après, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Vous avez ici une petite molette, je vous la montrerai tout à l'heure, mais je reviendrai après, qui vous permet de choisir le mode autofocus, avec autofocus continu, ou single shot, ou mode au point manuel, ce genre de choses. Vous avez sur le dessus, hop, ici, la molette de sélection des modes,
priorité ouverture, priorité vitesse, mode automatique, mode vidéo, mode manuel et plein d'autres modes voilà, que vous avez ici. Vous avez aussi, bon je ne veux pas rentrer forcément dans ce genre de détails de toutes les fonctionnalités que proposera cet appareil photo. Vous avez un mode aussi panorama, voilà, donc ça permet de se mettre en mode panorama et vous faites des panoramas horizontaux, verticaux. Bon, voilà, bon. Moi j'ai pas investigué tout ça, moi je considère que c'est toujours, voilà, c'était des fonctionnalités annexes que d'ailleurs souvent je n'utilise pas. Mais bon, voilà, faut savoir que tout ça, ça existe. Vous avez aussi ici une molette pour la compensation d'exposition, donc vous voyez ça peut être rapide, hein, c'est au bout du doigt. Il y a une molette ici pour régler la vitesse, ce genre de choses. Vous avez, comme tous les appareils photo, une roue arrière centrale là, avec un bouton au centre. Je vous disais l'écran, il est tactile que quand vous voulez choisir un point autofocus, ce genre de choses, mais pas pour l'accès au menu. Et je vous disais que le boîtier était résistant aux intempéries. Alors on met tout ce qu'on veut derrière ça. On va dire qu'il n'est pas trop tropicalisé d'après ce que j'ai pu lire. Ça l'est pas trop. Donc il y a des joints un petit peu où il faut. Mais bon, voilà. Moi je le mettrai pas trop sous l'eau quand même. Et enfin, la batterie. Donc c'est une batterie ancienne. Je vous disais c'est un appareil photo qui est de fin 2017, donc c'est alors je sais plus, la NFZ200 je crois, ou 50, enfin je ne l'ai plus en tête. Elle est donnée pour 400 photos à peu près. Bon, j'ai pas à m'en plaindre. Moi j'ai racheté deux autres batteries de marque, pas Sony, hein. Moi j'achète toujours de la marque que j'ai sur laquelle je suis habitué sur tous mes appareils photo. Je prends toujours une autre marque, une marque tierce mais qui est beaucoup moins chère. Du coup j'ai 3 batteries, je me balade avec, franchement, même avec une batterie, la dernière fois j'ai quasiment tenu la journée en me baladant. Donc pas trop un souci, voilà, souvent plein de gens se plaignent, bon après ça dépend aussi de l'usage. Donc voilà globalement pour toutes les caractéristiques. Ah si, j'ai oublié une partie, le menu. Alors voilà, donc là les menus dès qu'on dit Sony, ça fait beaucoup de débats. Moi c'est la première fois que je rentrais dans des menus Sony, voilà, donc ils sont ce qu'ils sont. C'est vrai que c'est compliqué pour retenir où et quoi, mais bon, à l'usage, je pense que quand vous savez que le paramètre que vous avez envie il est à tel endroit, vous savez y retrouver. Quand vous ne savez pas, il faut un petit peu fouiller. Vous avez la possibilité d'avoir des onglets, vous savez, menus personnalisés, où vous faites descendre tous les items de menu qui vous intéressent, et là vous les avez au bon endroit. Moi je sais, le premier truc que j'ai fait par exemple, c'est de remettre à cet endroit-là l'icône formatée, parce que je reformate à chaque fois mes cartes SD, à chaque fois je les remets dedans, pour les remettre à zéro, ce genre de choses. Voilà, il y a plein de petites fonctionnalités, mais je vous les montrerai, je vous les ferai découvrir quand je rentrerai dans l'utilisation, donc dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on a vu les caractéristiques, on a vu globalement la présentation du boîtier et l'ergonomie. Bon, jusque là c'est un appareil photo, vous voyez, comme un autre, hein, donc, sauf que là je présente à la fois les caractéristiques de l'objectif en même temps que ceux du boîtier, forcément c'est associé. Alors si quand même, petite remarque, c'est que du fait que l'objectif, il est solidaire du boîtier, vous ne pouvez pas en changer. Donc bien évidemment, avec ce genre d'appareil photo, il faut être très vigilant et précautionneux sur l'utilisation de son objectif, et notamment du verre frontal. N'allez pas péter la lentille pour rien, parce que là, lentille pétée, ça veut dire on change l'appareil photo, il est foutu quoi. Donc moi quand je l'ai acheté, donc oui je fais un petit peu retour d'expérience, mais je pense que ça c'est toujours un petit peu important. La première chose que j'ai acheté associée à ça, voilà, c'est un verre protecteur pour mettre devant. C'est pas un filtre UV, maintenant il existe des filtres protecteurs qui sont vraiment là pour faire ce rôle-là. Enfin bon, ça fait toujours mal d'avoir à changer un objectif cassé, surtout si vous y avez mis un peu les moyens, mais bon, ça remet pas en cause l'appareil photo, là ça remet en cause la totale. Donc voilà, comme je vous disais, donc maintenant on va revenir un petit peu sur les caractéristiques et ce qui fait la force de cet appareil photo, en tous les cas dans tout ce j'ai pu lire et que j'ai pu confirmer. Mais après, bon, moi je suis pas forcément là pour comparer tous les appareils photo pour dire qu'il est mieux que lui et qu'il est moins bien et plus rapide que ci que ça. Mais des gens l'ont fait pour moi, donc je m'en suis un petit peu appuyé dessus. Alors, vitesse de mise au point de l'autofocus. Alors, il est donné, donc ça c'est un chiffre Sony. Il est réactif, l'autofocus, à 0,03 secondes. Il paraît que c'est très rapide, c'est le meilleur du marché en termes de réactivité. Donc ça c'est un chiffre Sony, c'est invérifiable, personne ne l'a vérifié que je sache.
Par contre, tout le monde confirme qu'il est bien rapide, donc voilà, je vous disais, c'est censé être le meilleur du marché, mais là, moi, je ne saurais pas vous le contredire si vous me contredisez. Hein. Voilà. Le suivi AF se révèle proche, voilà, donc je vous disais, c'est les mêmes composants que l'Alpha 9, donc il y a vraiment toute la partie autofocus et suivi, c'est similaire. La seule différence, c'est que sur la 9, bien évidemment, il a plus de points d'autofocus, voilà, il est plus performant, mais c'est vraiment les mêmes types de composants et il est vraiment comparé à celui de la 9, autrement dit, il est très réactif et performant. Donc il est annoncé, alors là, la partie dépliant et une petite phrase que j'ai pris dans un test aussi, donc il fait preuve d'une belle fluidité et d'une très bonne accroche, que globalement j'ai pu confirmer, mais sur mes usages à moi, peut-être qu'un autre bridge fait pareil, je vous dis là, je ne suis pas capable de comparer. En termes de type de mise au point, donc c'est une mise au point automatique hybride, alors il y a deux types de points, donc je vous disais, il y a des points pour l'autofocus avec détection de phase, donc il y a 313 points, donc pareil, je vous mettrai sûrement une petite image, une photo là, qui couvre à peu près 65% je crois du capteur, donc ça couvre déjà pas mal, et 25 points à détection de phase, donc voilà, qui sont aussi éparpillés sur le capteur, bien évidemment, enfin détection de phase, détection de contraste, bien évidemment, il vaut mieux utiliser la détection de phase, ça permet d'être rapide et performant, je l'avais déjà dit. Alors la couverture, elle est quasi complète, hein, je sais, 65% du capteur. Le suivi, donc écoutez, moi j'ai suivi des oiseaux en vol, éventuellement, même si je dois faire un retour terrain, mais je vous montrer quand même quelques images que j'ai pu faire. Donc je l'ai testé sur des oiseaux en vol, je les ai testés sur des animaux qui se promenaient, enfin voilà, j'ai essayé quand même de tester la réactivité de l'autofocus. Après beaucoup de temps d'apprentissage pour vraiment arriver à maîtriser et comprendre ce que je faisais, ma foi, ça suit bien son sujet. Donc par rapport à ça, ça confirme les tests que j'ai pu voir. Voilà, donc alors on me dit qu'il y a une technologie de suivi AF haute densité, voilà, blablabla. Bon, a priori, il est performant, et je vous dis, comme il est censé être le meilleur hybride au monde, bon, je les crois. Moi, en tous les cas, il n'y a rien qui m'a permis de contredire, et il fait le taf. Insertion, je crois, dans la dernière mise à jour, ça va être le patch 2.0 qu'il y a eu, de la détection de l'œil humain, visage et œil de l'humain, mais aussi de l'animal. Alors bon, ça se résume au chien, au chat, hein. C'est la seule chose qu'il est capable de détecter. Je l'ai encore jamais testé. Alors le humain, oui. Les animaux, j'ai encore jamais testé, parce que quand vous activez ce mode-là, ça en désactive d'autres. Voilà, je maîtrise pas encore tout, je vous dis, j'en suis encore en phase d'apprentissage. Ça, je vous dis, c'est pas un appareil photo qui est dédié aux débutants. Il faut vraiment s'y connaître et être capable d'appréhender, et bien évidemment sans notice, hein, parce que la notice, c'est portion congrue, bon, même si j'ai acquis des petits guides en ligne, ce genre de choses, mais il faut arriver à passer du temps dans les menus, faire des tests, pour arriver à comprendre quoi fait quoi, et dans quel cas c'est mieux de faire comme ci, comme ça, et de voir si ça marche bien. Donc je vous dis, c'est vraiment pour un photographe averti quand même. Alors je vous disais maintenant, au niveau des modes autofocus, qui sont réglables par la petite molette ici, que je vous ai affiché tout à l'heure, que je rafficherai là. Donc vous avez en premier le mode AFS, qui est le mode autofocus simple. Vous avez, vous cliquez le bouton l'obturateur à mi-chemin, et puis la zone de mise au point est figée, et même si vous vous déplacez, ça ne bougera pas. Le mode AFC, donc c'est l'autofocus continu, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une mise au point, vous avez visé un sujet, si ce sujet se déplace, voilà, ça va continuer à faire la mise au point, s'il avance vers vous, ça va mettre la mise au point, s'il s'éloigne, enfin voilà. C'est avec ça qu'on va faire un oiseau en vol ou une voiture qui passe, voilà, typiquement. Vous avez aussi un mode, j'avoue pour l'instant je l'utilise pas parce que j'ai pas confiance, mais bon, peut-être qu'il faudra que je vienne, mais voilà, c'est partie de ma phase d'apprentissage aussi, ce qu'on appelle le mode AFA, qui est globalement un mode automatique, où il bascule lui-même en fonction de la scène et ce que vous êtes en train de faire, entre l'autofocus simple et le mode autofocus continu. Donc j'ai pas confiance parce que je me dis, si d'un seul coup je veux faire un oiseau et qu'il ne bascule pas, je vais être comme un con. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Après vous avez un mode DMF. Donc c'est un mode dans lequel, une fois que vous avez fait votre mise au point à moitié, vous pouvez, avec la bague de mise au point, ajuster, affiner. Donc je pense que ça doit être, je n'ai pas trouvé, j'avoue que je ne l'ai pas utilisé, je n'ai pas encore concentré sur ce mode-là. Sûrement plutôt de l'autofocus simple. Vous savez, vous appuyez à mi-course, vous avez figé, je sais pas, votre sujet, votre fleur, et avec ce mode-là, vous avez accès au niveau de la bague de mise au point ici de votre objectif. Vous pouvez affiner la mise au point. Donc voilà, c'est ce mode-là. Il y a un mode MF, donc le mode d'autofocus manuel classique, comme sur tous les objectifs, ma foi. Au niveau de
La rafale. Donc c'est aussi quelque chose qui fait qu'il peut être performant pour de l'animalier, voire du sportif. Voilà, au-delà de l'autofocus performant, vous avez aussi une rafale performante, une rafale donnée pour 24 images par seconde au maximum. Et le tout pendant 10 secondes, et le tout en mode AF suivi. Donc vous voyez que, voilà, pour suivre un oiseau, pour suivre un sujet qui se déplace même vite, c'est sympa. Alors bon, voilà, je crois que de toute façon, voilà, voilà, de toute façon on a fait le tour un petit peu, donc vous voyez, j'avais fait un paragraphe un peu dédié vraiment sur toute la logique autofocus et prise de vue rapide pour des sujets en mouvement, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai acheté, et c'est vraiment pour ça aussi qu'il est réputé. Donc maintenant, alors un autre truc que je n'avais pas dit au niveau ergonomie, vous avez le bouton on-off ici, et vous avez ici un bouton de zoom, soit par la bague ici, soit par un truc ici, là-bas. Donc si je l'allume, voilà. Et vous voyez, si je fais la bague, hop. Voilà, vous voyez le zoom, tout sorti. Donc je pense que je vais pu montrer des photos ou des vidéos en attendant. Voilà, et vous voyez, voilà, 24 mm. Je n'ai pas prévu de, je vous dis, rentrer dans le détail de l'utilisation du fonctionnement. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail, voilà, de l'appareil photo. Comme je vous le dis et redis tout au long un petit peu de la présentation de cet appareil photo, c'est sur le papier un bridge qui a tout d'un grand. Donc la réactivité, l'autofocus, la plage focale et l'ouverture, tout ça pour faire de la photo, de ce qui m'intéresse moi en tous les cas, de la photo animalière, voire sportive, mais aussi du paysage, de l'urbain, pourquoi pas du portrait, de la macro, enfin voilà, ça peut faire tout type de photo, et ma foi, sur le papier, et pour l'instant c'est confirmé par rapport à mon usage, il est très performant. Voilà, je disais, j'ai lu de nombreux articles qui le plébiscitent comme étant vraiment le meilleur bridge à sa sortie. Et voire même, j'ai lu des articles qui mettaient aujourd'hui, qui comparaient les bridges et qui mettent encore aujourd'hui, en 2023, ce bridge-là, donc le RX10 Mark IV de Sony, comme étant encore le meilleur bridge du moment, malgré qu'il date de, vous voyez, de fin 2017. Je vous disais, c'est le Mark IV. Donc tout le monde espérait pendant longtemps qu'il y ait un Mark V plus performant, avec peut-être, je sais pas, la stabilisation sur les capteurs, enfin tous les trucs que maintenant on a un peu plus de façon récente. Mais non, je pense que Sony, ils ont dû décider que tant qu'il était relativement performant, il n'y avait pas de raison de se démarquer par rapport aux concurrents. Alors là, je parle, j'en sais rien, hein. Mais en tous les cas, il n'y a pas de... Depuis bientôt 6 ans qu'il est sorti, il n'y a pas eu de version Mark IV, et c'est pas, pour regarder les rumeurs, ce genre de choses, c'est pas du tout aujourd'hui dans les tablettes de Sony, que je sache, en tous les cas, qu'il n'y a rien qui a fuité. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, je ne vais pas attendre un hypothétique Mark V un jour, et que je suis parti sur celui-là. Donc vous l'avez compris, un bridge performant. C'est pour ça que je l'ai choisi après avoir, voilà, après regarder un petit peu partout. Au début, je pensais, pour faire de l'animalier et du sportif, plutôt aller sur le classique 150-600. Je ne vais pas refaire la vidéo, je vous la remettrai là si je ne l'ai pas mis déjà avant, dans lequel comment j'en étais arrivé à ce bridge. Je ne le regrette pas. C'est un deuxième appareil photo, me dites pas pourquoi t'as pas pris le 4 tiers truc mu sur lequel il aurait fallu que je mette un autre d'autres objectifs. Je voulais pas, moi je voulais me balader avec, voilà, avec tout devant. Donc soit je voulais pas me balader avec un gros bazooka non plus. Donc aujourd'hui quand je me promène, soit je me promène qu'avec celui-là pour faire du quotidien, ce genre de choses, soit j'aurai les deux. Pourquoi pas, j'ai toujours mon full frame, hein, je l'abandonne pas, c'est un deuxième appareil, c'est pas en remplacement du premier. Donc voilà, c'est juste comme ça qu'il faut le voir. Donc je vous disais, voilà, le bridge peut être le meilleur du monde, soit bon, je vous laisse savoir votre avis là-dessus, moi je fais que relater les gens qui ont peut-être plus compétents que moi qui l'ont testé. Ce qui pêche vraiment sur cet objectif-là, c'est qu'il est, enfin cet appareil-là, c'est qu'il est cher. On le trouve à plus de 1500 voire 1600 euros neuf, et 1200, 1300 même d'occasion. J'ai pas voulu l'acheter d'occasion parce que comme quand même tout est électronique là-dedans, je voulais pas m'hériter typiquement d'un boîtier par exemple qui aurait un zoom défectueux, ce genre de choses avec très peu de garantie. Donc voilà. Bon, après c'est pas, voilà, ça fait, moi j'essaie toujours d'économiser pour essayer de me le permettre. Voilà, j'essaye d'un petit peu de caser aussi le peu de YouTube mené que j'ai, voilà, ça me permet de faire ce type d'investissement.
C'est pas à la portée de toutes les bourses, tout le monde peut pas se le payer. Des fois, c'est même 2 fois plus cher que, je sais pas, un FZ7, je vous disais le Panasonic FZ1000 ou 2000. Donc voilà, après il faut avoir l'usage. Par contre, voilà, il est potentiellement plus performant. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix? Voilà, ça, tout est sujet à discussion et je pense que vous en discuterez sûrement dans les commentaires. C'est fait pour ça, tout le monde peut avoir son avis. Moi, en tous les cas, je suis parti là-dessus et je le regrette pas à ce jour. Mais j'ai pas fini de tout investiguer, c'est ce que je vous le disais. Donc voilà, donc je finis là la première partie, je pense qu'il est déjà pas mal long, hein, je sais pas combien j'en suis, je dois être encore pas loin de 20 ou 30 minutes. Mais voilà, je voulais poser le sujet, vous le présenter, et maintenant, voilà, je vous disais, ça fait plusieurs semaines que j'ai utilisé un petit peu dans plein de conditions, je vais encore l'utiliser. La seule condition aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé, c'est du sportif. Alors là, dans l'été, j'ai prévu d'aller à alors j'espère que je pourrai le faire, d'aller à un meeting aérien. Voilà, ça me permettra vraiment de, voilà, de le tester par rapport notamment à l'objectif 600, la réactivité de l'autofocus ou pas. Et voilà, j'ai fait des oiseaux, j'ai fait un peu de tout, je me suis baladé en ville, voilà, j'ai fait des petites bébêtes, j'ai fait un peu de tout. Et pour l'instant, j'en suis satisfait. Donc je propose de revenir vers vous dans une deuxième vidéo, peut-être une troisième, on verra en fonction des sujets, de ce que j'ai à vous dire, pour vous montrer comment il fonctionne au quotidien, dans la vraie vie, et commencer à vous faire un retour d'expérience terrain, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, il y en aura, hein, je veux dire, il n'y a pas de raison, hein, tous les appareils ne sont pas parfaits. Est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que je regrette mon achat ou pas? J'espère que non, enfin pour l'instant, non, en tous les cas. Voilà. Donc ça sera à suivre dans l'été, je pense que la deuxième partie sera peut-être début août ou quelque chose comme ça, si tout va bien. Voilà. Dans tous les cas, comme d'habitude, si vous avez quelque chose à dire, c'est dans les commentaires. C'est fait pour ça. Voilà, merci de m'avoir suivi. Donc comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnement. Voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Et puis peut-être en août pour la suite, la deuxième partie de la vidéo sur le retour sur le Sony RX10 Mark IV. Un bridge, mais oui. Allez, au revoir et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Moi, je serai là tout l'été.